Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Les relations maroco-tunisiennes ternies par l'acte hostile et provocateur de Tunis. La réception officielle du chef de la milice du Polisario à la conférence de la TICAD 8 Japon-Afrique a semé une brouille diplomatique sans précédent. Ce soir, nous parlerons des conséquences de cette erreur diplomatique sur la coopération politique et économique entre les deux pays. Puis nous irons à Sfro pour braquer les projecteurs sur un projet touristique originel d'un Marocain autrefois résident en France. Jawad Saïdi voit son rêve se réaliser, mais avec certaines difficultés liées à l'accessibilité à son unité hôtelière. En fin de journal, nous parlerons du stress hydrique et de son impact sur l'agriculture. Certains fruits sont très gourmands en eau et les agriculteurs n'ont d'autre choix que de s'y adapter. En cette conjoncture critique, les cultures alternatives sauveraient peut-être la saison pour les agriculteurs. Madame, Monsieur, bonsoir. La réception officielle à Tunis du chef des séparatistes du Polisario à la TICAD 8 a porté le coup de grâce aux liens de fraternité et aux relations séculaires et distinguées qui unissent les deux pays. Il s'agit d'une provocation inédite à l'égard du royaume et de son intégrité territoriale, contraire à l'esprit des relations régionales et bilatérales qui portaient la coopération entre Rabat et Tunis au sommet des aspirations des deux peuples. La volte-face de Kais Saïed a suscité une pluie d'indignation car les conséquences de cet acte seront lourdes à porter. Iman Ablou. Une neutralité biaisée. Un coup de sape à la position de la Tunisie depuis les débuts du conflit autour du Sahara marocain. Une position constante, inchangée, avec le souci d'œuvrer à la réconciliation des pays frères et non pas se positionner aux côtés de l'un ou de l'autre. Kais Saïed commet l'irréparable par une falsification flagrante des faits et une déformation des concepts constants de droit international respectés dans le monde, sauf par les pays qui ne veulent pas s'y conformer. La Tunisie a ainsi compromis sa capacité d'intermédiation et d'apaisement des tensions au Maghreb et met à rude épreuve le rêve de la construction et l'intégration maghrébine. Kais Saïed a causé une césure profonde dans les relations maroco-tunisiennes. Il n'a pas pris en considération tout ce qu'a fait le Maroc pour son pays pendant les différentes crises et drames qu'a connus et connaît encore ce pays maghrébin. Le royaume a prêté main forte à la Tunisie au moment où elle était en proie au terrorisme. Sa Majesté le roi Mohamed VI est même en 2014, au moment où les attentats terroristes faisaient rage. Le Maroc s'est aussi solidarisé avec le peuple tunisien dans sa crise économique qui asphyxie tout le pays. C'est honteux et scandaleux de voir un président qui prétend rétablir la démocratie et la légitimité se comporter de la sorte et prendre part à des manœuvres stériles. Kais Saïed n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Il est pris en otage par l'Algérie et hypothèque la souveraineté de son pays face à un État fantomatique. Une provocation désespérée, lourde en conséquences. Elle nuit en effet au peuple tunisien et aussi aux intérêts vitaux en commun entre deux pays qui partagent une histoire et un destin commun. La coopération économique entre Rabat et Tunis en payera le lourd tribut. Par ce geste hostile, les relations maroco-tunisiennes sont compromises, en particulier dans le volet de la coopération économique. Les deux pays sont liés par des liens de coopération très anciens. Plusieurs accords commerciaux ont été conclus dans divers domaines. Les deux pays sont également liés par un accord de libre-échange depuis 1999. Et cet accord profite beaucoup plus à la Tunisie qu'au Maroc, avec une balance commerciale largement déficitaire du côté du Maroc. De quoi écorner davantage l'image internationale de la Tunisie par l'atmosphère d'expectative et d'incertitude qui y règne. La déviation dangereuse de Kais Saïed vis-à-vis des constantes de la diplomatie tunisienne n'est rien d'autre qu'un suicide politique qui n'entamera en rien la légitimité de la cause de tous les Marocains et leurs droits sur leur Sahara.
Et pour un décryptage de ce tournant politique, avec moi sur le plateau, professeur Driss Labadi, doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Ainsba. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Dans quel dessein s'inscrit d'abord cet acte hostile et quelles sont ses répercussions sur les relations maroco-tunisiennes? Alors, il faut voir dans ce conflit, il ne faut pas voir juste la partie apparente de l'iceberg. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Il faut toujours voir ce qu'il y a derrière. Donc, cet acte n'est pas un acte isolé. Cet acte de malversation de la part du chef de l'État tunisien. Et il y a derrière toute une stratégie manigancée avec un autre État pour mettre les bâtons dans les roues de l'élan que connaît le Maroc. Il est sûr que le Maroc aujourd'hui est un acteur africain et même mondial. Le Maroc connaît des avancées indéniables en matière économique, technologique. Le Maroc aujourd'hui produit 700 000 voitures made in Maroc par jour. Il produit des pièces d'avions. Des sous-conducteurs, des pièces nanotechniques, etc. pour des appareils, aussi pour au plan une ambition géospatiale. Donc c'est un Maroc qui perce, alors qu'il a pris le même départ que les pays africains et maghrébins. Alors l'acte qu'a fait le président tunisien est un acte humain. Donc tout humain vous détestera, non pas pour votre faiblesse, mais pour vos forces. Donc, plus le Maroc sera fort et ira loin, plus il sera envié, il sera jalousé, notamment par des pays comme nos voisins de l'Est, et maintenant ils ont fait entrer dans leur giron la Tunisie. Mais tout cela, je pense que le Maroc, cela prouve que le Maroc se porte bien. Et donc, il ne faut pas. Un conflit est toujours l'occasion en politique. Un conflit est toujours l'occasion de revoir, de faire un audit des relations, de revoir les relations, de revoir les équilibres. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, ces pays, l'acte qui a été fait par la Tunisie n'a pas de danger, ne constitue pas un danger pour le Maroc. Le Maroc, il continue sur sa lancée. Ce sont ces pays qui s'isolent eux-mêmes de cette... Alors que beaucoup de pays africains s'attellent à la locomotive marocaine. Le Maroc a pris la vitesse du TGV, il secoue les hésitations. Et les pays africains s'allient, font des projets dans le cadre du dialogue sud-sud. Certains pays frustrés, notamment nos voisins, ils voudraient prendre la place du Maroc. Ils voudraient être à la place du Maroc. Donc, ils créent comme ça des petits faux problèmes pour arrêter sa lancée et ses avancées. Voilà donc le dessein qui est derrière tout ça. Et professeur, selon vous, quel serait l'impact de cette bourde diplomatique sur le Maroc au plan à la fois économique et politique? Au plan économique, cet acte que j'appelle moi un acte honteux, cette trahison, n'aura aucun impact sur le Maroc. Le Maroc, il se situe dans un autre contexte, dans une autre échelle, comme j'ai dit au départ. C'est pas la Tunisie qui va avoir, Maintenant, bien sûr, le Maroc, il va arrêter toute relation, parce que j'ai dit, il faut revoir les relations, revoir les alliances, revoir les frontières aussi. Donc, sur le plan économique, ça n'aura pas d'impact. C'est la Tunisie qui est perdante. Maintenant, la Tunisie, parce qu'elles se sont soutenues par le voisin de l'Est, au niveau économique, au niveau de la manne énergétique, etc. Donc, elle se permet de prendre ce genre d'acte. Au niveau politique non plus, le Maroc il est décidé dans son... Le Maroc il est dans son Sahara. Le Sahara et les Marocains sont pas ces comportements honteux qui vont changer les choses. Il y a une reconnaissance internationale du Sahara marocain. Il est là, soit vous prenez le train du Maroc, vous attelez, vous suivez, sinon vous êtes à l'écart.
Donc je ne pense pas que cela aura un impact. Par contre, cela aura un impact économique, politique et culturel, et sportif et artistique sur la Tunisie, puisque le Maroc va arrêter toute relation avec ce pays. Justement, professeur, quel impact sur les échanges économiques, culturels, scientifiques et artistiques dont vous parlez justement entre les deux pays? Malheureusement, nous, la question du Sahara, comme l'a dit le souverain, c'est une question déterminante. On ne discute pas, cette question. Donc, maintenant, la Tunisie, elle s'est mise dans une situation où le Maroc n'aura plus de relations avec elle, ni relations économiques, ni politiques, ni diplomatiques, ni sportives, ni artistiques, ni culturelles, ni scientifiques. Donc, je pense il faut aussi, je pense que cette situation doit faire la distinction entre les gouvernants et le gouverné. Maintenant, il y a un gouvernant, le chef du régime tunisien, c'est lui qui a pris cette initiative. Cela ne veut pas dire que les Tunisiens sont comme lui. Au contraire, au plus tard, dans 2 ans, les Tunisiens feront un autre choix, sûrement. C'est parce que c'est un dirigeant qui ne convient pas. C'est un dirigeant d'une vieille, qui a une mentalité ancienne, vieillotte, dépassée. Le nationalisme arabe ancien, pan-arabe et tout ça, c'est dépassé. Maintenant, il s'entend avec l'Algérie parce qu'ils ont le même esprit, mais c'est dépassé tout ça, c'est périmé. Maintenant, aujourd'hui, il faut avancer avec une stratégie win-win. Gagnant, qu'est-ce que tu apportes pour ton pays? En t'alliant avec un groupuscule fantoche et une junte militaire, qu'est-ce que ça a apporté à ton pays? Qu'est-ce que va gagner ton pays? Au contraire, il va perdre. Il va perdre une relation avec un pays émergent. Au contraire, nous, aujourd'hui, notre souverain, nos dirigeants, ils cherchent à gagner. Qu'est-ce que va gagner le Maroc? Qu'est-ce que va gagner la population, le peuple, etc. C'est ça. C'est pas s'allier avec avec une mentalité, une idéologie dépassée d'un autre temps. Ça ne marche plus, ces choses-là. Voilà, donc je pense que malheureusement, cela va bloquer beaucoup de choses pendant 2 ans, je pense, au plus tard. Parce qu'après 2 ans, on va revoir les élections en Tunisie, donc il y aura peut-être un autre choix qui conviendrait mieux aux Tunisiens. Merci à vous. Merci, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales de Ain Qsba à Casablanca. Avec nous à présent en direct par Skype, Morad Lajouti, bonsoir. Vous êtes président du Club des avocats au Maroc. Ce revirement dans la position de Tunis vis-à-vis de l'intégrité territoriale du Maroc, nous pouvons peut-être également le lire à l'aune de la crise politique et économique dans laquelle baigne Kais Saïed, qui l'a assurément conduit à franchir ce pas désespéré, une erreur diplomatique flagrante, voire même un suicide politique, maître Lajouti. Je pense qu'il s'agit d'une démarche hâtive, irréfléchie et maladroite du président Kais Saïed, et qui, en quelque sorte, menace les relations entre le Maroc et la Tunisie, qui ont été toujours exemplaires. D'ailleurs, plusieurs voix politiques et sociales et associatives se sont soulevées en Tunisie pour dénoncer cet acte odieux et cette déviance dangereuse. On peut citer entre autres le président du parti Al-Majd, Abdelwahab Hani, qui a dénoncé cette attitude du président. Il a qualifié de suicide politique carrément. Il y a aussi le président du syndicat des travailleurs tunisiens qui a en quelque sorte critiqué le président tunisien en lui disant qu'il n'a pas la légitimité pour accueillir cette milice armée. Mais aussi, il s'agit d'une vision court-termiste qui est basée sur des avantages instantanés et qui va détruire au long terme des relations fraternelles entre les deux peuples marocains, le peuple marocain et le peuple tunisien. Il va détruire aussi les acquis qui ont été en quelque sorte construits à travers plusieurs années, et va menacer aussi ces relations entre les deux pays qui sont bâties sur plusieurs décennies et qui ont toujours été des acteurs importants du projet du Maghreb uni.
Maître Lajoti, au moment où le sommet de la TICAD, ce forum de coopération Japon-Afrique, cherche à insuffler une nouvelle dynamique au développement dans l'Afrique, la Tunisie ouvre une nouvelle brèche et cherche à installer une nouvelle crise pour miner la région. À qui profite la création de nouvelles tensions et hostilités dans la région et dans l'ensemble du continent ? Malheureusement, le peuple tunisien, frère, a échappé à une dictature, à la dictature de Ben Ali, pour tomber dans une autre, ou pour être piégé par un autre dictateur qui est le président Kais Saïed, et qui ne respecte absolument pas le droit diplomatique international et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, qui est inclus dans la Charte des Nations Unies. Et donc, pour un professeur de droit constitutionnel, il s'agit d'une violation de différentes lois, de différentes règles juridiques et d'usages et de coutumes diplomatiques, et qui en quelque sorte va détruire ses acquis, mais aussi en quelque sorte va attiser des tensions dans la région qui est enfin face à des défis énergétiques, économiques et climatiques, et va en quelque sorte détruire ce projet ambitieux qui a été porté en 1989 entre les 5 pays pour bâtir cette union du Maghreb uni, cette union du Grand Maghreb. Et donc aussi qui était préparé à faire des échanges entre les deux continents. Et maintenant, je pense qu'il y aura un réexamen de l'accord de libre-échange entre les deux pays, que malheureusement le système tunisien va essuyer un certain nombre de conséquences économiques, et que aussi au niveau un certain nombre de sociétés marocaines, notamment dans le secteur financier, elles pensent à geler leur activité en Tunisie. Maître Lajoti, je vous remercie pour cet éclairage. Le Cap-Vert inaugure son ambassade à Rabat en présence des 2 ministres des Affaires étrangères des 2 pays. Et demain, ce même pays inaugurera son consulat général à Dakhla. Cette décision intervient suite à la rencontre des 2 ministres des Affaires étrangères des 2 pays au mois de juin dernier, en marge de la première réunion ministérielle des États africains atlantiques. Le Cap-Vert a itéré par cette décision son soutien à l'intégrité territoriale du royaume. C'est un grand jour pour nous. Les questions, c'est différent de ce que le ministre depuis ce matin. C'est le premier ministre tunisien. Les travaux publics. Le président Neves est en train de l'attendre. Ils étaient au cœur du dernier discours royal, les Marocains du monde, une diaspora de plus de 5 millions et qui, malgré la distance, reste attachée à la mère patrie. Jawad Saïdi, un Marocain autrefois établi en France, est de retour au pays. Et l'homme a choisi d'investir dans l'hôtellerie éco-friendly à Sfro, une ville qui manque d'infrastructures hôtelières. Son projet a vu le jour, mais quelques embûches se dressent sur son chemin. Regardez ce reportage signé Mustafa Zahiri, Zakaria Moukhin Billah et Boubkar Ben Ghabret. Depuis ce plateau au perché au sommet de la montagne, des paysages à couper le souffle. Ici, un concept écotouristique hors du commun est sorti de terre. Un gîte touristique entouré de verdure et offrant un vrai dépaysement et une expérience unique au milieu des flancs du Moyen Atlas à Sfro. Derrière ce projet, Jawad Saïdi, un Marocain revenu de France, pour investir dans son pays d'origine.
on est tombé amoureux de la région. Au départ, quand on est arrivé, on voulait naturellement acheter un riad dans la Médina comme beaucoup font. Et je n'arrivais pas, moi, à me projeter sur ce projet-là dans la Médina. Donc on a choisi plutôt de s'inscrire dans l'arrière-pays de la Médina. On a acheté cette parcelle de terrain qui fait 6 hectares environ. Et on exploite aujourd'hui à peu près 1 hectare sur la partie la plus haute. Très difficile d'accès, le site a nécessité 5 ans pour viabiliser le terrain. Résultat, un établissement d'hébergement à la fibre écologique, 9 chambres, un restaurant, une piscine, des terrasses, des pergolas, une tente à mazir pour rappeler l'authenticité de la région. Mais pour notre investisseur ambitieux, le chemin n'a jamais été facile à parcourir, à l'image de la piste menant à son auberge, quasi impraticable, surtout en saison de pluie. On est super heureux, on regrette absolument rien. Et j'invite tous les Marocains du monde à venir investir au Maroc. Il n'y a qu'une chose qu'on pourrait dire. Si on pouvait avoir un peu plus d'aide de la part des autorités, notamment sur l'accès. L'accès pour venir ici, pour nous, pour les travaux, ça a été difficile. Ce qui n'est pas normal, c'est que certains de nos clients font demi-tour sans découvrir cette perle. Malgré les embûches, le concept fait son petit bonhomme de chemin. Depuis son lancement, l'établissement draine une clientèle marocaine et étrangère nombreuse, séduite par des paysages sublimes et par la fibre verte de l'auberge. Franchement, c'est très très joli, l'accueil, Smakla Taberia, vraiment très très joli à faire. Le seul problème, c'est le trek Beshenjio. C'est très difficile d'accès. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai été subjugué par le cadre verdoyant. L'endroit est génial, tout me plaît ici. Le mode de vie, la nourriture, c'est une expérience à tenter. En plus de faire connaître les potentialités touristiques de la province de Sfro et de la région Fez-Meknès, ce gîte fait la part belle aux produits du terroir. Une belle façon de promouvoir la richesse et le savoir-faire des coopératives locales dans le cadre d'un écotourisme responsable, créateur de valeur ajoutée pour la région. Des canicules récurrentes et des précipitations déficitaires jusqu'à 80% dans certaines régions. Notre pays est frappé de plein fouet par le stress hydrique, une situation préoccupante. Cette ressource vitale est de plus en plus rare et le secteur agricole en souffre déjà, car certains fruits sont très gourmands en eau, comme l'avocat, le melon et surtout la pastèque. À Chichaoua, les agriculteurs s'orientent aujourd'hui vers les cultures alternatives. C'est un reportage signé Maria Oued, Mohamed Hassan Mskour, Soumia Blayachi. Dans la région de Marrakech-Safi, le manque d'eau combiné à la sécheresse actuelle met à mal la récolte des agriculteurs. La culture de la pastèque est exigeante. 60 litres d'eau sont nécessaires à la production d'une seule pastèque. Cette année, nous avons cultivé des pastèques et nous avons eu beaucoup de difficultés, notamment en raison du manque d'eau. Cultiver des pastèques et des oranges met à mal l'effort des villageois, car l'eau manque et les nappes phréatiques ont considérablement baissé. Pour contrer ce manque d'eau et sauver leur exploitation, nombreux sont les agriculteurs à se tourner vers d'autres alternatives. La première fois que je suis venue dans cette exploitation agricole, c'était pour la culture de la pastèque. Mais je suis revenue une seconde fois pour semer des petits pois. Le petit pois est un légume qui ne nécessite pas beaucoup d'eau, contrairement à la pastèque. L'aridité des sols contraint les agriculteurs à repenser l'agriculture actuelle, en optant pour la polyculture. La culture des céréales, et notamment celle du blé et de l'orge, apparaissent comme un bon moyen de contrer les aléas climatiques et repenser leur activité. Le blé et l'orge sont utilisés à la fois pour nourrir le bétail que pour vivre. Les céréales se conservent bien plus longtemps. On peut les consommer pendant 1 an, voire plus. Les pastèques, elles, ne durent qu'1 mois ou 2. L'agriculture alternative apparaît comme un moyen efficace de diversifier les cultures des fruits et légumes et par la même occasion repenser le modèle de développement agricole au Maroc.
Et pour clore cette édition, cette alerte météo qui redonnera espoir aux agriculteurs. Des averses orageuses localement fortes sont attendues à partir de ce soir et jusqu'à demain à Ousserd, Oued Dahab, Boujdour, Smara et Laayoune. Ces averses orageuses seront accompagnées localement de grêles et de rafales de vent. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Alinea.